Il s'agit d'une combine qui rapporte presque 20 000 € par jour, 6 millions d'euros par an. Elle touche toute la France de Paris à Nice et fait chaque année des milliers de victimes. Pour la première fois, nous allons vous dévoiler l'arnaque du gang des ramoneurs. Des escrocs, je sais pas. Certains membres d'une famille de gens du voyage, originaires d'Espagne, ont mis en place une combine à l'échelle industrielle. Des dizaines de pseudo-ramoneurs sans aucune formation font du porte-à-porte chaque jour dans les rues des grandes villes de France. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi, nous passe pour la vérification des conduits d'évacuation d'immeubles. Ils s'introduisent illégalement dans les immeubles et vendent de force leurs services. 80 € pour un ramonage bâclé ou même le nettoyage de cheminées décoratives. Derrière cette arnaque se cache aussi un système d'esclavage moderne. Les ramoneurs recrutés par le gang sont des marginaux, des SDF, parqués dans des camps et payés un salaire de misère. Et leurs ouvriers qui traitent comme des chiens. Nous avons infiltré l'organisation pour vivre de l'intérieur l'histoire de ces rois de la fumisterie. Marseille. Laure, 35 ans, est journaliste et mère de famille. Elle était enceinte quand, il y a quelques mois, un homme qui se prétend ramoneur sonne à sa porte. Donc j'étais en congé maternité, j'ai entendu quelqu'un sonner à la porte, j'ai ouvert parce que j'attendais personne, mais bon, j'ai tendance à ouvrir assez facilement. Je savais qu'il y avait des cheminées, il était là pour faire son boulot, voilà quoi. C'est vrai que j'étais un peu dans une situation un peu vulnérable, hein. J'étais toute seule, j'étais enceinte, on pense à ses enfants, pourquoi pas quoi. Enfin, j'ai 2 cheminées chez moi, j'en fais rien, mais... Et j'ai dit, il y en a une dans la chambre, donc je lui ai montré la chambre. Donc c'est ici. J'avais jamais touché, j'étais jamais allée voir derrière ce qu'il y avait dedans. Et il commence à me dire, mais peut-être qu'il y a les conduits sont bouchés, il y a peut-être un souci. L'hiver, il peut y avoir, je sais pas, des émanations toxiques, Dieu sait quoi. Je sais plus ce qu'il m'a dit, mais j'y ai cru, quoi. Enfin, je lui ai dit, bah, écoutez, allez-y, faites votre travail. Ça a duré peut-être, je sais pas, 5-10 minutes, quoi, on va dire. Et il m'a ramené le sac poubelle qui était plein comme ça, quoi, à peine. Enfin, il y avait rien, quoi, dedans, presque rien. Un travail expéditif. Il y a marqué « bon pour accord ». Et le ramoneur est tout aussi pressé de se faire payer. Donc, vous voyez, il y a marqué donc l'attestation de ramonage, 80 €, blablabla. Et on signe sans trop lire les petits trucs qu'il y a marqués. Et puis, bon, c'est toujours pareil, il fait passer ça sur les enfants, la loi, des règles qu'on ne connaît pas forcément. Donc, voilà, on signe, quoi. Et quand Laure commence à douter de la bonne foi du ramoneur, il est tout de suite moins conciliant. C'est toujours pareil, moi j'étais toute seule, je me suis dit j'ai pas envie de me faire agresser pour 80 €. Je suis enceinte, j'ai un bébé dans le ventre, je vais lui faire son chèque, hein, et puis il va partir, et puis voilà, je vais, entre guillemets, tant pis, je vais m'en débarrasser comme ça, quoi. À son retour, Laure et son mari tapent le nom de l'entreprise sur Internet. Ils trouvent des centaines de plaintes, toujours suite à un ramonage inutile. Une fois l'arnaque consommée, il est très difficile de se faire rembourser. Énervé parce qu'on a lâché 80 € et qu'on pense on se sent très bête. Qu'on l'a perdu pour de bon, parce que sinon effectivement on part dans des espèces de procédures avec voilà, en gros il y en a un paquet aussi qui ont lancé des procédures et qui n'ont pas retrouvé leur argent. Donc effectivement on est inquiet. Ouais. Finalement, avec l'aide d'un avocat, Laure et son mari ont réussi à récupérer leur chèque, mais la grande majorité des victimes ne revoient jamais leur argent. Notre investigation se poursuit en banlieue parisienne. Après plusieurs jours de discussion, un ancien ramoneur du gang a accepté de nous raconter le système de l'intérieur. Il a été aux premières loges pendant plusieurs années. Parfois, il faisait tout simplement semblant, ou d'autres fois, il le faisait n'importe comment. Il démontait des conduites de gaz, des cheminées condamnées ou parfois des hottes aspirantes. Une fois, il y a un gars d'une autre équipe qui a réussi à ramoner une chasse d'eau. Le travail qu'on faisait, oui, c'était une escroquerie. Et comment c'est possible, ça? Après, c'est aussi la crédulité du client. Ces pseudo-ramoneurs sont prêts à tout, car ils sont harcelés par les chefs du réseau pour ramener toujours plus d'argent. Après, ça pouvait être des réprimandes verbales,
Parfois même, pour certaines personnes, de la violence. Pour vérifier les propos de notre témoin, l'un de nos journalistes va infiltrer l'organisation. Elle possède plusieurs sociétés de ramonage qui ont pignon sur rue. Notre reporter appelle tout simplement l'une d'entre elles. Il se fait passer pour un jeune chômeur à la recherche d'un emploi. Tu es nourri, tu es logé et tu es déclaré. Rapidement, l'homme est intéressé par notre candidature et nous vante les avantages du travail qu'il propose. Nous serons nourris et logés. Un mois d'essai, tu fais 2 mois d'essai, après tu vois comment ça fait quoi. J'ai jamais fait de ramonage. Ah merde, là c'est pas compliqué le ramonage. D'accord. La veille des intentionnels de le faire quoi. Fais une journée, si ça te plaît, tu restes, ça te plaît pas, tu repars. Tout simplement. Eh ben on fait comme ça. Tu prends quelques affaires déjà, tu recharges. Ouais. Voilà, tu prends pour quelques jours, 2-3 jours, tu verras. D'accord. Après seulement 10 minutes d'entretien, notre journaliste a été recruté. Ok. À tout à l'heure. 1 heure plus tard, rendez-vous est pris avec un membre du gang devant la gare d'Austerlitz. Il embarque notre journaliste dans sa voiture. L'homme est un des chefs de la bande, le DRH, celui qui s'occupe de recruter les ramoneurs. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ah ouais, ça va. Motivé? T'as envie de travailler? Ouais, j'ai envie de travailler, ouais. Vous êtes avec les gars sur le terrain, vous supervisez tout? Non, moi je m'occupe comme tu vois, pour prendre les gars, tout ça quoi. D'accord. Direction la banlieue sud de Paris. Après 35 km de route, nous arrivons à proximité d'un camp de gens du voyage. C'est ici que sont hébergés les ramoneurs. Ah là où on est tranquille. Ouais. Tranquille, en effet, en pleine zone industrielle, au milieu de nulle part, dans des bois clairsemés, à l'abri des regards, derrière de hautes barrières. Près d'une centaine de vieilles caravanes et baraques de chantier sont entassées sur ce petit terrain. Nous entrons enfin dans le camp. L'endroit est clos et sous surveillance. C'est l'homme à tout faire du camp qui nous accueille. Bonjour. Ça va? À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Il est au service, nuit et jour, des ramoneurs. Cloîtré dans sa caravane, il passe ses journées à faire le ménage, la vaisselle et la cuisine pour tous les ouvriers. Ah ok. Ouais. À peine arrivé, il nous donne notre tenue de travail. L'uniforme que portent tous les pseudo-ramoneurs de l'organisation. Vous posez mon sac dans la chambre ou vous laissez ça Ouais, enfin je vais te mettre là dans une chambre en face, tu vas reposer ton sac. Ici, pas d'eau courante. La chambre, ce sont 3 mètres carrés à partager à 2 ou plus. Donc là en bas il y a déjà quelqu'un en fait. Aucune intimité mais un téléviseur dernier cri, des vestiaires de gymnase et un chauffage rudimentaire. Un peu plus loin, un sanitaire qui sert pour 7 ouvriers. C'est aussi là qu'ils se lavent. Le patron, sa femme et ses enfants vivent aussi dans le camp. Mais dans de beaux mobil-homes devant lesquels sont garées 2 berlines allemandes, toutes neuves. Et toi, ça va? Les enfants savent déjà qui commande. Ah bah Moi, oui. je suis à ton patron. Ah bon? D'accord. Des chefs tous issus de la même famille. Des ramoneurs sous-payés. Une situation qui était déjà la règle il y a 1 an, quand Marc travaillait pour cette organisation. Il a accepté de revenir avec nous devant le camp. Des souvenirs douloureux. Mais j'aimerais pas le revoir. Pour Marc, l'efficacité du système repose en grande partie sur le profil des ramoneurs qui sont recrutés. Des personnes manipulables et qui n'ont plus rien à perdre. Soit des gens qui sont SDF ou qui n'ont pas d'attache, ni de famille. Le fait que les personnes soient isolées, c'est plus simple pour qu'elles restent avec eux après. Qu'ils n'aient pas envie de partir et qu'ils accepteront mieux les conditions de travail. Et pas des conditions de vie normales. De ne pas avoir le droit de sortir librement du camp. Et comme les esclaves dans le temps, et il y a une vraie différence entre eux et leurs ouvriers qui traitent comme des chiens. À l'approche du camp, l'angoisse est perceptible. Marc est terrifié, il ne veut surtout pas recroiser ses anciens patrons. Oh la vache. Des chefs pour qui le système semble très rentable. Et oui, c'est ouvert, ils sont là.
En repassant devant l'entrée du camp, nous apercevons d'autres voitures de luxe, comme ce coupé sport blanc qui vaut plus de 70 000 €. Vu du ciel, le camp est impressionnant. Des dizaines de caravanes entassées au milieu de la forêt. Le terrain est entièrement fermé, impossible d'en sortir sans l'autorisation des patrons. Cette organisation ne sévit pas qu'en région parisienne. Elle possède 2 autres camps, dont l'un qui est le QG historique du gang, dans le sud de la France, près de Nîmes. Ici, ce ne sont pas les voitures de luxe qui attirent l'attention, mais une enfilade de villas cossues qui s'étendent sur plusieurs hectares, toutes occupées par des chefs de réseau. Et derrière les villas cachées au fond des jardins, on retrouve les caravanes insalubres où vivent les pseudo-ramoneurs. Là encore, impossible pour eux d'échapper à la surveillance du gang. Georges Brenier est journaliste à la radio. Il a longuement enquêté sur cette organisation. Elle utilise un mode opératoire qui protège les têtes du réseau. La particularité de cette famille, c'est que les chefs du gang, les cerveaux du groupe, n'escroquent pas. Ils ne se font pas passer, eux, sur le terrain pour des faux ramoneurs. Ils sont prudents, ils sont intelligents, ils sont malins. Ils vont tout faire pour que les policiers ne puissent pas les confondre dans leurs enquêtes. Malgré toutes leurs précautions, 12 membres du gang sont arrêtés en 2005 à Nîmes. Ils sont condamnés en 2007 à des peines allant jusqu'à 4 ans de prison ferme et presque 2 millions d'euros d'amende. Le verdict fait 60 pages et les infractions retenues sont accablantes. Traite d'êtres humains, association de malfaiteurs, blanchiment d'argent. Mais cela n'aurait pas empêché d'autres membres de cette famille très nombreuse de continuer les activités présumées de l'organisation. Après plusieurs centaines de plaintes, en 2010, la police frappe cette fois en région parisienne. 4 nouveaux membres de la famille sont interpellés. Et le 17 février 2010, à 6 h du matin, eh bien, des dizaines de policiers, avec notamment des CRS, l'anti-gang, il y a un hélicoptère, il y a des chiens, vont encercler ce camp et vont interpeller plusieurs individus qui étaient recherchés depuis plusieurs mois. Et là, ça va être assez laborieux parce que les suspects, évidemment, ont bien du mal à reconnaître les faits. Ils ont, pour eux, d'avoir su cacher l'argent. Et le résultat, c'est qu'à l'issue de leur garde à vue, eh bien, les suspects, dans leur totalité, vont être relâchés. Les 4 membres de la famille ont été libérés. Le procès aura lieu au dernier trimestre 2012. Cela fait 60 ans que ce clan s'est lancé dans le business du ramonage. Le fondateur et patriarche du gang s'est installé en France dans les années 50. Il a eu 7 fils, qu'il a tous initiés à la combine du ramonage. Chacun des 7 fils possède une société qui emploie elle-même une petite dizaine de ramoneurs. D'après nos informations, chacun ramone en moyenne 5 cheminées par jour. À 70 € la cheminée, les ouvriers rapportent 3 000 € par jour à leur patron, soit plus de 600 000 € par mois pour l'ensemble de la famille. Retour au camp, la nuit tombe et les prétendus ramoneurs rentrent au campement. Là, ils sont sur la route, ils vont pas tarder là. D'accord. Bonsoir. Ils viennent saluer le nouveau venu pour son premier jour. Notre journaliste retrouve ensuite le patron avec qui il doit discuter de ses conditions de travail et signer ses papiers d'embauche. Mais il va d'abord donner un petit cours sur le discours à tenir auprès d'un client pour lui vendre le ramonage. Bon, tu verras, les gars, ils sont tranquilles. Ouais, j'ai l'impression ça. C'est tout comme il faut dire. Après, tu fais pareil. Ouais. C'est la loi, c'est pour ça que ça marche bien. Il suffit de chercher un petit peu, expliquer un petit peu la loi, les risques qu'il y a. C'est ça, c'est qu'il y a pas un certificat. Il faut la facture que nous on va délivrer, qu'il soit couvert pendant un an, s'il y a un incendie ou un monoxyde de carbone ou n'importe quoi, des malaises ou quoi. Ils ont la facture comme quoi c'est bien couvert. D'accord. S'ils n'ont pas cette facture-là, ils ont un contrôle ou un incendie, ils ont le droit par contre. En fait, les sociétés de l'organisation ne sont pas agréées. L'assurance ne fonctionnera donc pas en cas d'incident. L'homme donne ensuite le détail de la rémunération. Là encore, il est loin d'être exemplaire. Non, j'explique. Moi, je vais te déclarer à mi-temps, comme eux, comme ça, c'est pas imposable. Alors, ta fiche de paye à mi-temps, mais le reste, moi, je te paye
Le patron ignore par ailleurs le fisc et l'URSSAF en plus d'escroquer ses clients. La petite centaine d'ouvriers qui travaillent pour la famille n'est pas entièrement déclarée. Avant d'aller dormir, le patron passe dans chaque chambre pour vérifier que tous les ouvriers sont bien présents. Bon, je vous laisse à votre match. Bonne soirée. Ouais. Demain, il t'appelle. Ok. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, bonne nuit. La soirée se termine, c'est l'heure des confidences. Le camarade de chambre de notre journaliste infiltré raconte son passé, pas très rassurant. Sorti du placard en fait. Ouais. T'es resté longtemps? J'ai fait 18 mois à part mon père qui était un mec. Moi qui avait la mère de mon fils, pour moi j'avais 5 ans en prison. Ouais. Et la deuxième fois j'ai sorti à la vie. Je suis fermé dans le squat et là ça m'a fait il y avait des témoins aussi. Ah, t'étais où? Angoulême. En maison d'arrêt. Et pour lui, les conditions d'hébergement du camp ne sont pas très différentes d'une prison. T'es assis dans un courant comme ça là? Heureusement, cette nuit, le colocataire restera tranquille. Le lendemain matin, réveil à 6 h. Bien dormi? Nous sommes en plein hiver et il fait moins de 0 degré dans le baraquement. Pas le temps de se laver ni de manger. À 6h30, direction Paris. Notre journaliste part pour une journée de formation avec les ramoneurs qui vont bientôt commencer leur tournée. Mais avant, il y a un rituel. Ils s'arrêtent dans le même bistrot aux portes de Paris tous les matins. Ils boivent un café tous ensemble. À l'intérieur, Georges, ramoneur depuis 9 ans, prépare le plan de bataille. Il ne se sépare jamais de ses feuilles où il a noté toutes les personnes chez qui il est intervenu. Ça, c'est les clients que tu as déjà fait? L'année dernière. Tu les notes tous? Ouais, comme ça, l'année d'après, on se fera prévoir. Le petit groupe sait donc parfaitement où il va frapper. C'est l'heure du départ. Les équipes se répartissent différentes zones de la capitale. Certains sont seuls, d'autres en binôme. Ce n'est pas en véhicule utilitaire qu'ils se rendent chez leurs clients, mais en métro. Et même dans le métro, alors qu'ils portent le nom de leur entreprise dans le dos, ils n'ont pas une attitude très professionnelle. Ils ne prennent pas de tickets, les titres de transport ne sont pas défrayés par le gang. On a une amende, c'est le patron qui paye? Non, c'est nous. Aujourd'hui, c'est la ville de Levallois, banlieue cossue de l'ouest parisien, qui est dans le viseur. Les prétendus ramoneurs vont ratisser toutes les habitations dans plusieurs rues, car ils peuvent rentrer dans n'importe quel immeuble. Tous possèdent un pass PTT, une clé normalement réservée aux pompiers et postiers, dont la reproduction est strictement interdite. Marc, le repenti, confirme que l'utilisation frauduleuse des passes PTT est une habitude pour le gang. Quand on est arrivé devant une porte comme ça, où il y a un digicode, on utilisait des passes PTT qui nous étaient fournis par notre patron. Donc on avait qu'à l'introduire pour pouvoir rentrer comme les facteurs. Il les faisait faire par un serrurier à Nîmes. Retour avec les ramoneurs. Ils doivent convaincre les clients de les laisser rentrer chez eux et c'est plus difficile. Ils vont essuyer une longue liste de refus pendant toute la matinée. Mais ils continuent inlassablement d'écumer les immeubles. Et pour faire le plus de clients possible, notre formateur nous explique qu'il s'attaque à tous les types de conduite. Même ceux qui n'ont pas besoin d'être ramonés, comme les cheminées inactives. Même les inactives. On fait les actives, les inactives. Mais les inactifs, c'est obligatoire aussi? Une fois tous les 5 ans. Cette information est totalement fausse. La loi n'oblige pas à ramoner une cheminée inactive. Alors pour convaincre les clients méfiants, le ramoneur n'hésite pas à leur faire peur. Ça, je leur dis, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, madame, faut le faire. Tous les ans, on a des gens qui meurent intoxiqués au monoxyde de carbone. Et voilà, s'il y a un refoulement de gaz ou quoi que ce soit et que je vous
souhaite que non, mais qu'il arrive quelque chose à vos enfants, vos petits-enfants, il ne faudra pas se plaindre, madame. Là, je vous fais l'attestation, il vous arrive quoi que ce soit, au moins la personne qui vous aime, elle reprend une assurance vie, bien sûr. Les risques d'incendie ou d'asphyxie sont ses meilleurs arguments de vente, un argumentaire auquel beaucoup de victimes sont sensibles. Nous pourrons passer pour la vérification des consignes d'évacuation. Et après 1 heure de démarchage, un client leur ouvre enfin la porte. À peine entrés, les ramoneurs se mettent à l'ouvrage. Le travail est expéditif, quelques minutes pour retirer un peu de suie d'une chaudière à gaz. Le client est un homme seul d'une 60aine d'années. Il ne se doute pas un seul instant qu'il a affaire à une arnaque. Le client signe, confiant et convaincu d'avoir bénéficié d'un service de qualité. Il remercie même les ramoneurs. En une seule journée, la 60aine d'ouvriers qui sévissent en région parisienne aura réussi à arnaquer plus de 300 personnes. Alors comment éviter de se faire piéger? Comment repérer ces ramoneurs? Nous sommes allés voir en quoi consiste un vrai ramonage. Rendez-vous est pris sur les toits de ce bel immeuble du 16e arrondissement de Paris. Un ramonage honnête, ce sont déjà des ramoneurs qui prennent de la hauteur. Voilà. Donc première opération, on va repérer le conduit. Il faut repérer la bonne, il ne s'agit pas de ramoner la mauvaise. Oh! Voilà, on a repéré la cheminée. Notre collègue en bas nous a répondu. Donc voilà, on sort notre matériel pour le ramonage. Un vrai ramonage, ce sont donc d'abord 2 ramoneurs qui montent sur votre toit. Ceux qui se contentent de rester dans votre appartement sont de faux ramoneurs. Un vrai ramonage aboutit aussi à des quantités importantes de suie ainsi qu'à une facture produite par une entreprise agréée qui sera alors reconnue par votre assurance. Pour vérifier que la société est bien agréée, il suffit d'appeler la chambre des métiers. Pourtant, pour ce professionnel, l'arnaque au ramonage est malheureusement un jeu d'enfant. C'est facile, hein, c'est facile d'aller dans un supermarché, d'acheter 3 cannes et puis un hérisson. Et puis voilà, on s'improvise ramoneur, on va chez les personnes. Si on tombe sur des personnes âgées, on essaie de les escroquer, c'est facile. Hein. Mais il ne faut pas oublier que contrairement à ce qu'affirment les faux ramoneurs, aucun ramonage n'est requis quand la cheminée n'est pas utilisée. Quand on n'utilise pas une cheminée, si vous ne faites pas de feu de bois, ma foi, il n'y a pas besoin de la ramener. Hein. Il n'y a aucune obligation. Je pense qu'il y a un manque d'information. Et puis, il y a ces gens qui font du démarchage, qui forcent à la vente, quoi. On estime à seulement 3% le nombre de cheminées en fonctionnement à Paris et dans les grandes villes, nécessitant un ramonage. Pourtant, le gang des ramoneurs continue de convaincre des dizaines de milliers de victimes chaque année. Ils ne sont pas les seuls à profiter de la naïveté des consommateurs. Avec l'intérêt croissant des Français pour l'écologie, certains arnaqueurs ont trouvé un nouveau type de combine. Ils promettent de faire des économies d'énergie ou d'optimiser notre environnement. Un de leurs thèmes favoris, l'amélioration de la qualité de l'eau que nous consommons. Nous nous sommes rendus dans le sud de la France, à Lézignan-Corbière. Corinne, une mère de famille de 40 ans, a été victime de ce genre d'arnaque. Elle a beaucoup de mal à se remettre de cet épisode. C'est un cauchemar, un cauchemar. Tous les jours, je me lève, je me dis si je trouve pas plus de travail, comment on va finir, quoi. Comment on va finir? Comme tous les midis, Corinne se dépêche de rentrer chez elle pour s'occuper de ses 4 enfants. Elle est aide ménagère et ne touche que 300 € par mois. Son mari gagne le SMIC. Pas facile d'assumer une famille de 6 personnes. Donc ce qu'on voulait, c'est avoir une belle maison pour les petits, donc c'est ce qu'on a fait. On a trouvé une belle maison. Je gagne pas beaucoup, donc c'est très dur. C'est encore plus dur avec l'abus dont elle a été victime. Il y a 6 mois, une hôtesse l'aborde à la sortie des caisses de son supermarché. Elle lui demande ses coordonnées pour participer à un jeu concours afin de gagner un adoucisseur d'eau. Il est là. Il est placé ici. C'est ce grand appareil gris qui doit supprimer le calcaire de l'eau. Chaque fois que je passe devant, ça me fait mal, quoi. Mais selon Corinne, les vendeurs de cet adoucisseur ont abusé de sa crédulité. Il devait coûter 1 € seulement. En fait, elle va devoir le payer plusieurs milliers d'euros. La famille peine déjà à boucler ses fins de mois. Cette histoire risque de la plonger dans le surendettement.
Vous leur en parlez à vos enfants un peu? Oui, ils sont au courant. La souffrance que j'ai, ils sont au courant. Et je m'en veux parce que j'aurais pu faire plein de trucs avec l'argent qu'ils me prennent. Mais ça, ils s'en fichent, ils pensent qu'à eux. Mais ils pleurent pas à la fin du mois pour acheter une baguette de pain à leurs enfants. Pour escroquer les gens comme ils font. Je suis démunie, je suis écœurée, quoi. C'est au moment de la livraison de son supposé cadeau que les choses ont mal tourné. Je comprends pas. J'étais en train de faire à manger et tout, le monsieur est arrivé, il m'a dit je suis pressé, je suis en retard sur mes livraisons, est-ce que vous pouvez signer? J'ai signé et qu'on lui avait demandé si c'était un crédit, il nous avait dit non, non, c'est pas un crédit, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, vous perdez votre emploi, vous pouvez arrêter, c'est pas un crédit. À aucun moment, je pensais signer un crédit sur 10 ans et c'est que le soir qu'on s'est rendu compte de l'escroquerie, quoi. Les brochures de la société qui organise le jeu concours promettaient les miracles de l'adoucisseur pour 1 €. Mais en réalité, sans le savoir, c'est un crédit sur 10 ans à 50 € par mois que Corinne a signé. Et selon elle, les contrats ont été antidatés, impossible d'utiliser le délai de rétractation légal de 7 jours. Alors Corinne appelle pour protester. Ils m'ont très mal parlé au téléphone en disant que j'étais une personne malhonnête, que j'avais acheté un adoucisseur d'eau et que maintenant j'en voulais plus. Je savais que dès le départ, que je m'étais fait avoir, quoi. On nous a dit oh les filles, on a gagné un adoucisseur et tout. On était contente et puis après maman elle m'a dit qu'en fait elle avait un crédit. À quoi ça sert un adoucisseur? Ça sert à rien. Il marche pas. S'il marche pas, je comprends pas. C'est énorme, quoi. Pour moi c'est du vol, c'est clair et net. Ouais. En plus, ils l'ont branché, ils l'ont mal branché, il y a une fuite, alors en dessous l'évier. Vous pouvez voir, l'eau elle coule bien, mais regardez en dessous. Dès que j'allume, voilà ce qui arrive, ça fuit. Je ne peux pas m'en servir, quoi. Ils veulent pas venir, ils me donnent pas de nouvelles, rien du tout, quoi. Rien du tout. Comble de l'histoire, l'adoucisseur n'a marché que 2 semaines. Contrairement à ses engagements de service après-vente, la société qui le lui a vendu n'est jamais venue le réparer ni le remplacer. De cette histoire, il ne reste à Corinne que ses recharges d'entretien qu'elle n'utilisera jamais. Comme l'adoucisseur n'est pas en français, c'est des produits qui ne me servent à rien, quoi. Donc, en plus, je les ai appelés toujours répondeur. Je laisse des messages, ils répondent pas. Donc, pour moi, c'est un adoucisseur qui ne me sert à rien, quoi. Ces vendeurs peu scrupuleux opèrent sur toute la France et abusent chaque année plusieurs milliers de personnes. Pour mieux comprendre comment fonctionne ce système, nous nous rendons en caméra cachée dans un supermarché de l'Hérault, où la société démarche des clients. Très vite, une hôtesse nous aborde. Bonjour, je vais participer les personnes du magasin pour emporter un adoucisseur d'eau. Ça prend 30 petites secondes et sans engagement. Le discours est bien rodé, c'est exactement le même que celui décrit par Corinne. Voilà. Et je peux gagner quoi? Alors, un de ces 4 appareils. Ok. Donc l'adoucisseur d'eau surtout. C'est 1 €, sauce comprise. Ah bah c'est génial, et c'est 1 € pour tout le temps, ça coûte rien, il n'y a pas de frais, il y a... Normalement non, je sais, après il faut voir avec les téléconseillers. Ok. Mais moi, on m'a dit de dire ça pour l'instant. L'hôtesse elle-même ne semble pas vraiment croire à la gratuité de l'adoucisseur d'eau. Et rapidement, elle nous avoue que nous ne participons pas réellement à un jeu concours. En principe, ils appellent le plus de monde possible pour nous faire encore plus connaître, donc... Un pseudo-jeu concours organisé dans la galerie marchande d'une enseigne bien connue de la grande distribution, l'idéal pour endormir la méfiance des clients. Mais les responsables du supermarché ont-ils vérifié les activités de la société avec qui ils font affaire? Ce sont des exposants précaires qui viennent en galerie. Ok. Ils paient pour 3 jours ou 4 jours d'exposition en galerie, mais après c'est des sociétés, c'est pas... Ok, moi je pensais que c'était un... qui faisait ça. Ah non, non. Donc c'est un... qui leur dit s'ils peuvent être là ou pas? Oui. Ah, oui, tout à fait. Bah oui, c'est un lieu privé, c'est une galerie privée. N'importe qui ne peut pas venir et décider de distribuer ses tracts et de démarcher la clientèle. Et c'est un vrai jeu alors? On peut vraiment gagner? Faut faire attention, bien entendu. Je sais pas, écoutez-moi, après, je ne travaille pas dans cette société. Okay. Les gérants du supermarché n'ont donc apparemment pas conscience de faire travailler des vendeurs indélicats dans leur établissement. Il faut dire que cette société se présente sous un jour plutôt flatteur.
Comme dans cette vidéo promotionnelle, on y retrouve le patron de l'entreprise qui organise les jeux concours. Il explique à sa clientèle la qualité catastrophique de l'eau potable en France. 2 reportages terrifiants sur la qualité de l'eau qu'il y a en France. Pour savoir ce qui se cache derrière le discours officiel, nous avons décidé d'infiltrer un de nos journalistes dans la société. Un reporter avec une petite expérience de commercial. Très vite, l'entreprise est intéressée et notre journaliste est invité à une formation. Bonjour. Nous sommes à Lyon, dans un centre d'affaires. Merci. Surprise, le maître de cérémonie n'est autre que le patron de la vidéo. Tout de suite, il tient à en mettre plein la vue à ses futurs salariés. Parce qu'on a fait 11 280 000 euros de chiffre d'affaires. Les petites PME qui dépassent les 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, il n'y en a pas énormément. Plus de 11 millions d'euros accumulés grâce à leur système, tout part du jeu concours. Comme nous le laissait entendre l'hôtesse dans le supermarché, les coupons de participation sont en fait clairement une façon de constituer un fichier client. Ce coupon est travaillé par notre cellule télémarketing, qui vont vous planifier 3 à 4 rendez-vous par jour. On vous apporte, je dirais, 3 à 4 rendez-vous par jour sur un facteur. La société emploie une centaine de commerciaux. Chaque jour, c'est donc plus de 300 rendez-vous qui sont pris avec des victimes potentielles. Toutes sont convaincues d'avoir gagné un adoucisseur d'eau à 1 €. Mais devant ses troupes, le patron ne cache pas qu'il s'agit d'une manipulation. Donc si on pense avoir gagné, alors qu'on pense de gagner un adoucisseur pour 1 €, donc on a un concept de vente quand même qui est relativement agressif sur un plan commercial. On est borderline, si vous voulez, dans la légalité, mais on est dans la légalité. Juridique, on est bon. Une fois les clients ferrés par l'appât du cadeau, un technicien se rend à leur domicile. Il est censé vérifier si l'appareil est installable avant la livraison et faire signer le bon de commande. En réalité, il s'agit d'un commercial qui est là pour vendre aux clients le fameux crédit sur 10 ans. Par contre, n'importe quoi. C'est leur faire rouler. De toute façon, un bon vendeur, il peut vendre sa mère. Ce vendeur, nous l'appellerons Antoine. C'est lui qui, pendant 2 jours, va former notre journaliste sur le terrain. La formation théorique était déjà limite. Là, c'est encore bien pire. Premier problème, Antoine falsifie les dossiers de crédit pour permettre à des clients sans ressources d'acheter ses adoucisseurs. Il veut absolument, il gagne 700 € par mois, je vais pas marquer 700 €, c'est bon de commande. Sur le truc de dossier de financement, je vais marquer 1300. Et c'est tous des propriétaires, jamais des locataires. Cette méthode qui engage le client dans un crédit sur 10 ans, Corinne aussi en a été victime. Son dossier a été entièrement falsifié par le vendeur. Elle n'est pas propriétaire depuis 4 ans, mais seulement locataire depuis 1 an. Son salaire n'est pas de 1 000 € par mois, mais de 350. Et son compagnon ne gagne lui que 1 200 €, pas 1 600. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, ce serait pour un petit renseignement. Aujourd'hui, elle a décidé d'appeler son organisme de crédit pour demander des explications. En fait. Mais ce que je comprends pas, c'est que vous a donné quand même des fausses informations, puisque je ne gagne pas 1 000 €, je gagne... Oui, mais vous avez signé les papiers, donc vous avez attesté que ces informations étaient véridiques. Le crédit, il n'y a pas de date du tout le jour où j'ai signé, donc... Si vous signez pour attester que c'est véridique, on ne peut pas revenir dessus, hein. Déjà, c'était parti sur un cadeau, arrivé là, maintenant j'ai un crédit de 2 500 € sur le dos. Tout ce qui a été fait sur le dossier, c'est faux, quoi. Je gagne même pas cette somme-là. Là, j'arrive, soi-disant que je suis à la banque depuis 6 ans, ça fait 4 ans que je suis dans le sud. Donc, faut arrêter, quoi. Donc, vous, ça vous arrange bien aussi, quoi. Du coup, si vous avez signé, c'est comme si c'est vous qui aviez rempli. Et comme c'est un prêt de 2 500 €, si vous voulez, c'est pas suffisamment important comme montant pour qu'on fasse des études approfondies. Ah, d'accord. Parce que 2 500 € pour vous, c'est rien. Eh ben, c'est du propre pour une maison de crédit. Hein. Franchement, je suis vraiment déçue. Hein. Déçue. Je fais ce que je peux. Ouais. Malgré tous ses efforts, Corinne sait qu'elle ne reverra sans doute jamais son argent. C'est du délire, quoi. Quand je vois que je galère pour gagner 359 € par mois, je me dis, tu gagnes pas assez pour donner à manger à tes enfants. Elle me dit que 2 500 €. Mais pour moi, c'est énorme, quoi. C'est un truc de fou, quoi. On peut rien faire. C'est fou.
Du moment que ça leur apporte de l'argent, c'est tout ce qui leur intéresse, quoi. Je suis vraiment déçue, quoi. Corinne est dans une impasse, comme les autres clients de la société qui organise les jeux concours. Une fois le crédit accepté, la banque fera tout pour récupérer son argent. Tant pis pour les clients floués, comme l'avoue le commercial à notre journaliste. Ça, c'est à la banque. Les autres, on fait un financement à la banque. Eux, ils donnent la somme, avec 2600 ou 2900. Après, nous, on n'a plus rien à voir avec le crédit. Là, j'ai un monsieur qui me dit, ouais, moi, vous savez, comme il celui qui avait le problème. Ouais, il n'est pas passé, bon, je vais arrêter les prélèvements. Ben, moi, je vous conseille pas parce que c'est une banque qui vous prélève. Là, vous avez passé en interdit bancaire. C'est tout nouveau. Ouais, après, les gens, ils sont coincés, en fait, après. Ouais. Aujourd'hui, le commercial va enchaîner 4 rendez-vous et à chaque fois, il n'hésite pas à faire peur aux clients sur les risques sanitaires liés à une eau trop calcaire. Dans un seul but, vendre ses adoucisseurs. Et après, ça évite aussi certains panneaux qui traînent dans l'avenir. Parce que j'avais peut-être déjà vu des personnes avec des personnes âgées avec les peaux craquées. Je pense que c'est du eau calcaire. Et en fait, la peau, en contact avec du calcaire, au fur et à mesure, ça vient, évidemment. C'est vraiment ce que je prends un petit peu, parce que c'est des images, mais de là, parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé, et de les arracher moi. J'ai juste d'avoir un histoire. Par contre, de malade, je fais prendre une vidéo sur du calcaire. Bah voilà. En réalité, le commercial n'a pas d'enfant. Malgré ses mensonges, aujourd'hui, il ne vendra pas d'adoucisseur. Dépité, il ne se prive pas de mépriser ses clients. La femme qui voit les vols, et la fille qui se péter les couilles. Au début, heureusement qu'elle était cassée. Elle me coupait les bidons, ça commence à m'énerver. Elle me regardait, puis après j'ai regardé, du moment dans mon regard, je me dirais. Et évidemment, il n'a aucun scrupule à mentir pour tenter d'escroquer ses clients. Ouais. Tu mens, ça tombe en moi. Les arguments de ce vendeur sont utilisés par presque tous les commerciaux de la société. Mais cet argumentaire sanitaire est-il valable? Pour le savoir, nous nous rendons en banlieue parisienne, à la faculté de pharmacie de Paris 8. Yves Lévy est professeur de santé publique et spécialiste en qualité de l'eau. Nous lui soumettons le manuel de vente que la société donne à ses commerciaux. Son jugement est accablant. Dans ce document, on voit déjà qu'il y a une erreur puisqu'on parle de grammes de calcaire par mètre cube alors que ce sont des milligrammes. Milligrammes, c'est quand même 1000 fois moins. C'est-à-dire que c'est dommage quand même pour un professionnel de se tromper de 1000 fois dans les concentrations. Bon, ici, par exemple, on utilise un papier qui dit « Nous savons bien, la science a montré que le calcaire dans l'eau est à l'origine de tous les problèmes de peau, de sécheresse de la peau, etc. » C'est pas vrai, c'est pas vrai. L'entreprise n'a aucune limite. Elle n'hésite pas à affirmer que le calcaire provoquerait même le cancer. Et qu'est-ce qu'on trouve dans l'argumentaire présenté sur les risques de cancer? On va trouver l'alcool, le tabac, des sous-produits du chlore dans l'eau et le calcaire, ce qui est totalement faux. C'est un scandale de vouloir dire aux gens que le calcaire est à l'origine de quoi que ce soit qui puisse avoir un rapport avec le cancer. Donc ça, c'est une honte. C'est complètement absurde quand on est dans l'irrationnel total, qu'on a envie de dire n'importe quoi aux gens pour leur faire peur. Malgré tout, de nombreuses victimes se laissent convaincre et ont ensuite beaucoup de mal à obtenir réparation. Retour à Marseille. Corinne, elle, a décidé de se battre. Elle se rend chez son avocat car elle veut porter plainte pour escroquerie, faux et usage de faux contre la société qui lui a vendu l'adoucisseur. Il y a vous savez, la définition de l'escroquerie, elle est très simple. Une escroquerie, c'est truquer sur une qualité pour vous faire tomber dans le panneau. C'est des méthodes de guérilla économique. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont là, ils vous snipent. Ils vous snipent et puis c'est pas un crédit qu'ils vous mettent dans la tête, c'est quasiment une balle dans la peau, quoi. Donc vous leur écrivez plus, vous leur répondez plus, vous ne dites plus rien et on va leur rentrer dedans. D'ici quelques mois, Corinne espère récupérer l'argent qu'elle a versé. Mais d'après nos informations, la société qui vend les adoucisseurs est en procédure de sauvegarde, l'étape juste avant le redressement judiciaire. Si la société est ensuite mise en faillite, les victimes, même en portant plainte, auront peu de chances de se faire rembourser. Pour attirer leurs victimes, certains vendeurs peu scrupuleux ont trouvé encore plus efficace qu'un jeu concours. Ils promettent des cadeaux. Comme ces marchands de meubles qui s'attaquent principalement aux personnes âgées les plus vulnérables. Facilement manipulables, moins aptes à se défendre, elles sont des cibles de choix.
Ils n'opèrent pas dans des magasins classiques, mais dans des points de vente éphémères, installés en général dans des petites villes de province. Ils ouvrent pour 2 ou 3 mois seulement, le temps d'arnaquer leurs clients et de disparaître. Les bonimenteurs attirent les personnes âgées de la région par courrier, grâce à des invitations pour venir retirer des cadeaux dans un de leurs magasins. Ça, c'est une petite caméra numérique, c'est du grand public. Hein. Mais une fois sur place, les vendeurs proposent très vite aux clients des promotions soi-disant extraordinaires sur des canapés et des lits. Moins de 10%, vous en avez 160 €. Le but est en fait de vendre pour plusieurs milliers d'euros des meubles de mauvaise qualité grâce à des crédits à la consommation. Nous sommes dans une petite bourgade du sud de la France. Gabian, 780 habitants. Régine et Régnier, un couple de retraités belges, habitent dans leur maison qu'ils n'ont pas pu finir de construire. En partie parce qu'il y a 3 mois, ils ont été arnaqués. Une invitation à venir chercher des cadeaux dans un magasin qui venait d'ouvrir et à l'arrivée, des milliers d'euros de crédits à rembourser. Ils vous en mettent plein la figure, plein la tête, que vous ne savez plus. Vous vous dites, c'est pas possible. Vous allez réfléchir, ça va vous faire quelque chose. Que ça fait des années qu'ils font ça. Ils tournent dans toute la France. Vous signez aussi bien votre arrêt de mort, hein? Oui. 3-4 jours, je n'ai pas dormi. Un canapé, 2 fauteuils et 2 lits de bas de gamme. Le tout pour 160 € par mois pendant 3 ans. Avec une retraite de 1 500 € pour 2, c'est une opération qui coûte très cher au couple. Régnier et Régine se souviennent parfaitement des livreurs, arrivés juste après leur achat et très pressés d'installer les meubles chez eux. On était à peine rentrés de Magalas que la camionnette était là, ils nous suivaient. Ils ont tout sorti, ils ont tout mis et puis ils sont partis. Ils devaient attendre 3 jours. Laisser le délai de rétractation. Voilà, et en plus ils voulaient aussi nous livrer des housses pour les lits, bien chères. Alors je dis non, il n'en est pas question. Arnaquer, livrer... Arnaquer et sans espoir de retour. On est démunis, on est floués. Le sentiment d'injustice est d'autant plus grand que malgré la facture de plusieurs milliers d'euros, les produits sont de très mauvaise qualité. Le matelas est un de ceux qu'on vendait dans les années 70, avec une mousse jaune qu'on ne trouve plus dans aucune autre literie. La mousse, il n'y a pas de marque, il n'y a rien du tout. Pas de fiche technique, on n'a rien. Ni sur le lit, ni sur le sommier, ni sur le matelas. Il faut deviner d'où ça vient. Regardez. On va pas me dire que c'est de la qualité. Ouais. Si je pousse un peu trop fort, ça va me faire un trou dans le matelas. Regardez d'ailleurs. On voit les traces de mes doigts. Régnier et Régine sont allés se plaindre auprès des vendeurs pour récupérer leur argent, mais sans résultat. Avec d'autres victimes, ils ont alors décidé d'attaquer la société en justice. Régnier et Régine ont aussi cessé de payer les mensualités de leur crédit, même s'ils savent qu'ils risquent de se retrouver interdits bancaires. Cette pratique se déroule partout en France. À l'autre bout du pays, en Normandie, nous avons trouvé un de ces magasins éphémères. Nous nous sommes procuré une invitation, avec toujours les mêmes promesses alléchantes. De nombreux cadeaux et surtout un superbe téléviseur, le tout sous contrôle d'huissier pour rassurer les futurs acheteurs. Des visiteurs qui viennent juste au départ chercher un cadeau, mais qui au bout d'une heure repartent avec des milliers d'euros de crédit pour des canapés et des lits dont ils n'ont pas besoin. Nous entrons dans le magasin en caméra cachée pour comprendre le mécanisme de cette arnaque. L'extérieur ne ressemble pas vraiment à la devanture d'une boutique classique. À l'intérieur, un éclairage au néon, une décoration sommaire, des meubles posés à même le sol. Rapidement, un homme vient à notre rencontre. D'accord, on vous explique un petit peu le but de l'opération? Ouais. Non, pas trop. C'est publicitaire. C'est juste de manière à se faire connaître. Ok. En fait, plutôt que de mettre des pubs dans les boîtes aux lettres ou des panneaux pubs le long des routes, nous on peut faire ça. Ça coûte moins cher à notre enseigne de fonctionner comme ça. Vous avez beaucoup de monde comme ça? Ouais, 1500 coûte sur 5 semaines. Vous vendez quoi? Non, on vend rien. On peut pas créer le besoin chez une personne qui n'en a pas. En fait, pendant 5 semaines, la société nous paye et ramène des cadeaux. Faire nous offrir des cadeaux? Ah bah c'est sympa. C'est magnifique. Je vous laisse faire un tour, je vais chercher vos cadeaux dessus. Pour le moment, tout semble se dérouler normalement. Mais première déception, le cadeau est loin d'être la télévision promise sur l'invitation. Ça, c'est une petite caméra numérique, c'est du grand public. Non, on est le Père Noël à des limites, on va dire au niveau budget. C'est pas du chiffre. Nous demandons à un autre commercial pourquoi nous n'avons pas gagné la télé comme promis sur la brochure.
Le jeu s'est clôturé aujourd'hui. Jusqu'à samedi, on remet des petits cadeaux que vous avez trouvés. Il y avait un jeu qui était sous contrôle huissier. Le tirage au sort a été, il y a eu 22 gagnants. Voilà. Vous avez gagné la télé? Non, c'est pas des bêtises. Ah, d'accord. En fait, ni ce couple ni aucun autre ne repartira avec une télé. Et devant notre insistance, le vendeur nous l'avoue rapidement. Les petits cadeaux ne sont qu'un appât pour attirer les clients. Donc, ah oui, c'est des techniques de vente. Après, comme tout, on fait venir les gens, mais après, je vous cache pas que moi j'essaie de vendre. Hein. D'ailleurs, moi, je suis vendeur avant tout. Hein. Et le vendeur passe très vite à l'attaque. Il veut nous faire profiter d'offres alléchantes. Pourtant, le prix de départ est prohibitif. Il nous propose un canapé 2 places et 2 fauteuils pour 8 600 €. Exemple. Alors, vous avez moins de 10%, vous en avez 860 €. Tout de suite, une première réduction. Et pour nous convaincre, le vendeur ne s'arrête pas là. En moins de 10 minutes, le prix du salon baisse de plus de 40%. Donc ça ramène un ensemble à 5 940 €, d'accord, à la place de 8 600 €. Là, grosso modo, le bon coup que vous faites, si vous voulez le faire, parce que personne n'a acheté, c'est que vous avez été là en prime, c'est un beau geste commercial, et vous avez du sang. Malgré tous les efforts du vendeur, nous n'achèterons rien. Mais sa stratégie de vente est simple, multiplier par 10 le prix réel de l'objet pour pouvoir faire ensuite des réductions. Même en vendant à moins 50%, il fait encore un confortable bénéfice. Et une telle ristourne fait forcément tourner la tête de la majorité des consommateurs. Au revoir, merci pour les cadeaux. C'est ce que nous explique le directeur de l'un des plus grands magasins de meubles de la région, Christophe Leprince. On va vous culpabiliser de la mauvaise affaire, la bonne affaire qu'on vous propose et que vous n'allez pas faire. Et là, vous allez vous dire, finalement, ouais, je suis peut-être le roi des idiots, il va falloir que j'y aille. Puis 2005, peut-être que finalement, ça vous rassure, vous dites c'est peut-être à peu près le prix qu'un canapé comme ça peut valoir. Et puis, fil en aiguille, vous vous laissez faire. Une stratégie très efficace. Comme tant d'autres personnes, René, 78 ans, s'est fait avoir par ce système. Très diminué par un accident cérébral il y a 3 ans, il est une cible de choix pour les arnaqueurs. Puis on voit compact digital, caméra. Quoi. Comme nous, il a reçu une petite caméra numérique pour la pâter. Puis il s'est laissé convaincre de prendre un crédit de 2 400 € pour un lit qui en valait seulement 800. Et les livreurs ont fait preuve d'une redoutable efficacité. Ils ont cassé son ancien lit avant de le jeter dans une benne. Ils ne lui ont laissé que le sommier. Et vous, quand vous les voyez casser votre lit, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Alors là, ça m'a un peu tourné les tripes. Là, je me suis fait avoir, mais en beauté, quoi. Les livreurs ont détruit le lit de René pour être sûr qu'il ne puisse pas faire marche arrière. Mais avec l'aide de son fils Franck, René a décidé de se battre. Ils veulent casser la vente et faire annuler le crédit. Après de nombreux appels téléphoniques, ils ont réussi à faire revenir les livreurs pour qu'ils reprennent le lit. La bataille va être serrée. Franck veut d'abord comprendre pourquoi les livreurs ont cassé l'ancien lit de son père. On vous a demandé, monsieur, on n'aurait pas. On puisse pas casser des boîtes chez les gens. Je trouve ça débile. Oui, mais bon, je trouve ça un peu débile. Même on voit pas pourquoi vous le cassez. Ça vous embête pas de casser un lit? Mais non, vous avez fini à la veine. Après, vous annulez, c'est votre problème. Devant la mauvaise foi des livreurs, Franck demande à parler au patron de la société. Il veut être sûr de se faire rembourser le montant du crédit avant que les livreurs le récupèrent. Non, de toute façon, le lit, vous le récupérez quand j'ai le chèque. Alors, vous trouvez une solution. Hein. Et qu'est-ce qui me dit que vous allez me donner le chèque de votre société, là? Comment vous profitez un peu? Il y a moyen de faire quelque chose ou pas, là? L'échange est musclé, car il sait que son père risque de tout perdre, son nouveau lit et ses 2 400 €. Oui, ce que je vous répète encore, c'est que ce soir, il a bougé par terre, quoi. Une personne âgée, donc il ne peut pas se lever comme ça, hein, vous avez bien vu qu'il est le cas. Donc il va pas se coucher à 10 cm du sol, ça c'est le cheval. Voyons. À force d'insister, Franck trouve un accord. René rend son lit contre une annulation de son crédit. Mais en chargeant le lit dans le camion, les livreurs aperçoivent notre caméra. Apparemment, ils n'assument pas vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Nerveux, ils nous prennent à partie. Il y a un problème?
Vous êtes caché derrière la voiture. Mais non, mais regarde, t'es en train de me filmer, ça fait une demi-heure là-bas. C'est pas super. Je te dis, je te casse l'appareil là. T'as de la chance, moi, je suis super gentil aujourd'hui. Ouais, t'as super de la chance. À un moment, je te la casse sur la tête. Écoute, ça fait 3 quarts d'heure que je t'observe, ça fait 3 quarts d'heure que t'es en train de me filmer. Me prends pas pour un con. Je suis là-bas, t'es en train de me mettre comme ça sur le côté. Me prends pas pour un ami, c'est pour un imbécile. Aussitôt après l'altercation, les livreurs s'enfuient. Impossible de leur poser la moindre question. 5 mois plus tard, René a réussi à annuler son crédit et à racheter un nouveau lit. Le magasin de meubles a quitté la ville 3 semaines après notre tournage, pour rouvrir dès le lendemain dans une autre ville, à la recherche de nouvelles personnes à flouer. Chaque année, ces vendeurs indélicats font plusieurs milliers de victimes.